Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons en plateau comment concilier engagement pour le climat et gestion de son épargne, une question que nous aborderons avec Pascale Bossan, dirigeante de Bossan Conseil. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la préparation de sa retraite. Nous nous demanderons comment est perçu le PER, le plan épargne retraite, par les jeunes générations d'épargnants, une question que nous poserons à Stellane Cohen, la présidente d'Alta Profit, mais aussi à Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Comment concilier engagement pour le climat et gestion de son épargne? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascale Bossan, dirigeante de Bossan Conseil, mais aussi présidente de 1% pour la planète. Bonjour Pascale Bossan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va pouvoir évoquer ensemble la gestion de son épargne avec un biais climat. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque vous avez écrit un livre sur le sujet, un livre qui s'appelle Agir pour le climat avec son épargne. On va le voir apparaître à l'écran dans un instant. Déjà, première question. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle d'ESG. Vous avez choisi d'écrire un livre spécialement consacré au climat, à l'engagement pour le climat. Pourquoi ce biais climat ? Oui, bon, d'abord, je pense que c'est un biais personnel qui m'anime, mais je le répète tout au long du livre, en fait, on ne pourra pas avoir une transition énergique et écologique sans l'aspect S, c'est-à-dire notamment sans l'aspect social. Bien sûr. On ne peut pas dissocier les deux, mais c'est vrai que le biais de ce livre, c'est effectivement le climat. Alors, c'est le biais de ce livre, mais c'est peut-être aussi le biais qu'on peut voir depuis, par exemple, cet été, où on a pris une prise de conscience un peu plus globale sur des sujets de transition énergétique ou climatique. Et on a aujourd'hui une offre financière qui s'est transformée via des critères ESG, donc on le rappelle, environnement, social et gouvernance. Et on voit quand même de plus en plus poindre des sujets d'angoisse qui sont en lien avec le climat. Donc il y a une sous-catégorie finalement du E de ESG. Est-ce que, selon vous, à l'écriture de ce livre et aux échanges que vous pouvez avoir avec les différentes parties prenantes sur la place financière, l'offre et la demande sont en adéquation entre d'un côté le climat et de l'autre la demande en agissement sur le climat et de l'autre la réponse ESG? Alors, de plus en plus. D'accord. Donc il y a encore du travail, mais il y a du travail qui a été fait. Ah oui, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment voir le verre à moitié plein en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de cette enquête, de l'écriture de ce livre. C'est toutes les solutions, toutes les innovations financières qui existent et qu'on a à notre disposition en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et surtout, les minimums d'investissement peuvent être très accessibles. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une élite, mais la majeure partie des solutions d'épargne à impact évoquées, elles sont accessibles vraiment au plus grand nombre. Et alors, dans le livre, je regardais, vous passez en revue toute la palette d'épargne possible. On commence par le compte courant, c'est-à-dire qu'avoir de l'argent sur son compte courant, je rebondis sur ce qu'on voit en introduction, c'est que vous dites que c'est le premier poste d'émission de CO2, son épargne indirecte. C'est-à-dire qu'on finance indirectement finalement des activités polluantes. Oui, absolument. On estime que 3 000 € sur un compte courant d'une grande banque classique française est équivalent en termes de pollution à un vol Paris-New York. Donc c'est considérable, et ça c'est un sujet qui est encore trop peu connu, effectivement, parce que les banques elles financent de manière massive encore des projets d'extraction d'énergie fossile et des projets qui sont pas forcément très clean, c'est-à-dire des projets en Arctique ou des projets de gaz et de pétrole de schiste. Donc c'est un sujet particulièrement impactant. Donc ça veut dire qu'en fait on peut être engagé sur ces sujets-là, mais ne pas savoir que l'argent qui dort sur son compte courant, on parle d'un compte courant, c'est ça? Donc de l'argent qui est liquide, qu'on peut sortir et rentrer à tout moment, pour le coup, ça peut financer
financer quand même des projets comme cela. Absolument. Donc l'important, eh bien, c'est d'essayer peut-être de commencer à mettre la pression sur son établissement bancaire en ouvrant. Ce n'est pas toujours facile de bien sûr, sa banque, surtout lorsqu'on a des emprunts en cours. Mais pourquoi pas, et c'est le message de ce livre, essayer d'encourager en fait d'autres solutions plus vertueuses. Il y a plusieurs établissements qui sont connus, comme par exemple le Crédit Coopératif ou la Nef, qui sont des banques engagées depuis longtemps. Et puis il y a des nouveaux entrants comme des néobanques, Helios par exemple, qui ont des projets engagés. Et donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant et on peut donc les encourager en ouvrant, pourquoi pas, un deuxième compte dans ces établissements. Bon, alors, il y a les comptes courants, effectivement, ça c'est l'argent liquide qui dort ou non sur un compte bancaire. Il y a l'investissement, on va en parler dans un second temps, mais il y a tout un chapitre avant, moi qui m'a un petit peu étonné, sur la carte bancaire. Donc l'utilisation d'une carte bancaire, ça aussi, ça peut être plus ou moins polluant. La transaction, finalement, d'un compte à un autre. Oui, tout à fait. Alors, ça reste un détail. D'accord, oui. Il ne faut pas qu'on nous accuse de greenwashing avec cette discussion. C'est effectivement un sujet tout à fait minime, mais en particulier la carte bancaire en elle-même, qui est constituée au niveau de sa puce avec des matériaux précieux. Seulement 10% des cartes bancaires sont recyclées. D'accord. Nous n'allons pas rendre notre carte bancaire dans notre banque et c'est dommage. Donc c'est un petit éco-geste utile, c'est de ramener sa carte bancaire pour qu'elle soit recyclée pour que les métaux précieux puissent être récupérés. C'est un petit éco-geste utile. Bon, vous l'avez dit, c'est un détail. Donc effectivement, le sujet, c'est l'investissement. Donc là, on a parlé, on a évoqué le compte courant, on a évoqué la carte bancaire, donc des outils que tout le monde a à sa disposition. Quand on veut investir en faveur du climat, alors je ne sais pas si le terme en faveur du climat est le bon terme, mais si on veut investir avec un niveau d'engagement un peu plus conséquent en matière de transition énergétique, comment est-ce qu'on peut faire selon l'enquête que vous avez menée, Pascal Bossan ? Alors, il y a évidemment une palette très large de solutions d'investissement. Et dans ce livre, en fait, je les classe des plus liquides au moins liquides, des plus liquides, on va dire, aux plus engagés. Bien sûr. Et je termine par la philanthropie, qui est un sujet important. Bien sûr. Donc, on a par exemple le compte surlivré, qui peut être un sujet important. Il y a des banques qui proposent des comptes surlivrés avec un impact, où on est sûr finalement que derrière, ce sont des projets à impact qui sont financés. D'accord. Donc, il faut aller chercher finalement un produit qui est estampillé à impact, c'est-à-dire qui a été créé pour cela. Exactement. D'accord. Oui, tout à fait. Et puis, quand même, le gros déplacement, c'est l'assurance vie. L'assurance vie qui est un produit d'épargne plébiscité depuis des décennies par les Français, et à juste titre. L'important, c'est bien sûr ce qu'on va mettre à l'intérieur de son contrat d'assurance vie, donc les supports qu'on va choisir. Et là, on a une palette très large de solutions possibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir, quel que soit son niveau de risque, quel que soit son horizon de temps, différentes solutions avec beaucoup d'impact possible. Alors, question un petit peu caricaturale, Pascal Bossan, mais donc je reprends l'exemple de l'assurance vie. J'ai généralement le choix entre, si je prends les choix les plus évidents, du fonds en euros, des actions, donc des unités de compte, et parfois des unités de compte immobilières. Alors, les unités de compte actions, on comprend assez facilement comment on peut faire une sélection entre une activité polluante ou non polluante. Quand on parle d'un fonds en euros, à savoir des obligations ou des unités de compte immobilières, est-ce que là aussi, on peut décider d'orienter en fonction d'une activité plus ou moins polluante ? Bien sûr. Alors, peut-être juste une parenthèse déjà sur le sujet des actions. C'est pas si simple quand même de sélectionner des fonds plus ou moins engagés en faveur de la transition. Et je me permets de donner un petit conseil assez simple, c'est de regarder le label Greenfin. Ce label est un label vert foncé. On a une exclusion stricte des énergies fossiles et uniquement un financement des éco-activités. Donc voilà, alors il y a peu de fonds qui existent, mais c'est en train de se développer. Donc premier conseil pour choisir des fonds actions dans un contrat d'assurance vie. Ça offre des performances intéressantes quand même quand on est estampillé label Greenfin, autant que des fonds non labellisés avec ce label. Il n'y a pas de sous-performance, il n'y a aucune sous-performance. Alors ça, c'est effectivement pour les actions. Oui. Voilà. Et pour l'immobilier, alors moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Je vous donne un exemple que j'évoque dans mon livre, c'est la thématique du recyclage urbain. C'est-à-dire il existe un fonds, aujourd'hui il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs demain. Bien sûr, oui. Investi sur la thématique du recyclage urbain. Donc de quoi s'agit-il ? Plutôt que d'investir dans un fonds immobilier où on va avoir des constructions neuves d'immeubles, là on recycle, c'est-à-dire on utilise finalement des immeubles de bureaux
bureaux soit vacants, soit obsolètes, et on les transforme en immobilier d'habitation. En moyenne, ça permet de faire gagner à peu près 40% d'empreinte carbone. On peut avoir aussi une dimension sociale, et peut-être petite mise en lumière d'un fonds qui s'appelle Novaxia R comme recyclage, qui est un fonds disponible dans beaucoup de contrats d'assurance vie sur la place. Ça peut être une excellente diversification. Donc ne plus financer finalement des programmes neufs, mais aller vers la rénovation de l'existant, parce que ça diminue l'empreinte carbone de l'opération en question. Absolument, ça évite aussi la problématique de l'artificialisation des sols. Bien sûr, oui. Les terres agricoles qu'on perd chaque année, donc c'est malin à plusieurs titres. Fonds en euros, c'est green par nature ou non? Non, c'est malheureusement très peu transparent. D'accord. Donc là, je n'ai pas pu donner beaucoup d'informations sur le fonds en euros des contrats d'assurance vie. Autre sujet, donc effectivement, vous avez évoqué l'immobilier, je reviens sur les actions, effectivement. Est-ce que quand on est soi-même intéressé et investi sur le sujet, on peut faire ses choix ou on a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'on peut orienter, par exemple, la personne qui nous accompagne? Alors, je suis gestionnaire de patrimoine engagé, je ne vais pas vous dire le contraire. Effectivement, non, mais se faire accompagner, moi je pense que ça peut être une bonne solution. Ça permet d'être, de faire un bout de chemin ensemble, de travailler main dans la main et de partager des engagements. Après, si on est seul, on peut quand même arriver à... Mais je veux dire, est-ce qu'on a seul accès à toutes ces informations, par exemple? Est-ce qu'on peut, par exemple, si je reprends l'exemple du recyclage urbain, arriver jusqu'à ce niveau de détail de l'investissement de son assurance vie? C'est pas facile. C'est vrai que ce type de solutions, elles sont quand même plutôt réservées à des conseillers indépendants. En tout cas, elles sont plutôt connues par les conseillers financiers, en fait. Autre question, vous mentionniez le label Greenfin. Je vous pose plein de questions parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre pour ceux qui veulent être plus engagés avec leur épargne. On a l'impression quand même que quand on évoque le sujet avec des épargnants un peu moins avertis, il y a une notion de flou, déjà de méconnaissance de ce qu'est l'ISR et de flou sur ce qu'il est, ce qui ne l'est pas. Toutes les plaquettes disent qu'il y a effectivement un engagement pour la planète, mais donc on ne se rend pas compte de ce qui est du greenwashing, de ce qui ne l'est pas. Comment faire son choix quand on est épargnant pour le coup? C'est une question qui est difficile. Alors, de manière générale, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de solutions engagées qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est bien. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est justement qu'on a presque trop le choix et que de nombreuses sociétés de gestion financière disent qu'elles pratiquent l'investissement responsable depuis toujours. Bien sûr, oui. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, j'ai parlé de certains labels engagés. On a Greenfin, on a aussi Finansol, par exemple, qui peut être une clé de choix pour flécher son épargne. Une deuxième clé de lecture, moi, que je trouve très intéressante, c'est celle du mécénat. C'est-à-dire lorsque la société de gestion s'engage avec des produits de partage, donc des produits où on va avoir une partie des frais de gestion reversés à des associations, là, c'est un engagement extrêmement concret et on est à l'opposé du greenwashing. Quelques exemples, on a par exemple certains fonds maintenant qui ont adhéré à 1% pour la planète, donc qui reversent 1% des frais de gestion à du mécénat environnemental. Il n'y en a que 3. Le premier fonds à avoir été adhérent au 1% pour la planète, c'est Mandarine Global Transition. C'est un coût très important pour la société de gestion, donc c'est un engagement fort. Et je trouve que ça, évidemment, ce sont des solutions qu'on doit encourager. Dernière question, et on finira là-dessus. J'ai vu que vous aviez également un chapitre consacré aux forêts. Alors, je voulais revenir effectivement sur l'actualité qu'on a connue cet été. On a perdu un certain nombre d'hectares de forêts en France. Le sujet de l'investissement dans les forêts est revenu, si tant est qu'il était sorti du devant de la scène, mais est revenu sur le devant de la scène. Et on entend très souvent des sociétés de gestion de forêts nous alerter sur le fait que les forêts sur lesquelles ils investissent, eux, sont moins risquées. Mais alors du coup, ça pose une question, c'est quand on veut s'engager sur la replantation, par exemple, comment est-ce qu'on, d'un côté, on concilie engagement pour le climat et gestion du risque associé, notamment, par exemple, au risque d'incendie pour les forêts, mais de manière plus générale, à l'investissement réalisé. Est-ce qu'on peut réaliser les deux? Alors, de manière générale, l'investissement dans les forêts, lorsqu'on le réalise de manière mutualisée, eh bien, vous l'avez évoqué, en fait, justement, par nature, on est très diversifié, et pas qu'en France d'ailleurs. On peut être investi de manière très diversifiée partout sur le territoire en Europe. Bien sûr. Le risque zéro n'existe pas, même dans les investissements, même lorsqu'on passe par une société de gestion. Il y a par exemple un acteur connu qui est France Vallée, dont je parle dans le livre, qui propose des solutions très mutualisées. Donc la mutualisation, c'est déjà
une protection contre les incendies, mais le risque zéro n'existera pas. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est l'entretien en fait des forêts. La problématique qu'on a eue cet été, qui a été mise en lumière, c'est malheureusement le manque d'entretien, parce que les forêts sont souvent détenues par des propriétaires qui n'entretiennent pas suffisamment bien, et la propriété est très morcelée. Là, ça permet d'avoir un entretien beaucoup plus sérieux. Je précise au passage que l'investissement dans les forêts peut générer une réduction d'impôt de 25% si on investit avant la fin de l'année. Donc on a aussi une petite fenêtre de tir. Merci beaucoup Pascale Bossan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossan Conseil, mais aussi présidente de 1% pour la planète. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment le PER, le plan épargne retraite, est-il perçu par les générations d'épargnants les plus jeunes? C'est la question qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alta Profit qui est, si je ne dis pas de bêtises, une société de conseil en gestion de patrimoine, mais en ligne, uniquement en ligne, c'est ça, exactement. Et nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF, banque privée. Bonjour Laure Varasté. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, Odo BHF, je pense que banque privée, les gens qui nous écoutent connaissent. Stellane Cohen, on va commencer avec vous sur cette question. Donc, le PER est-il un investissement de plus en plus aimé ou apprécié des jeunes générations? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui. Vous avez mené un sondage. Alors, Alta Profit et IFOP ont mené un sondage sur l'appréciation de la population française vis-à-vis du sujet retraite, et ce qui fait ressortir notamment l'idée que les jeunes générations commencent de plus en plus à préparer leur retraite. Absolument, plusieurs enseignements donc, sur ce baromètre qu'on fait tous les ans, donc depuis 4 ans maintenant. Donc on a déjà 4 années on compare. Bien sûr, vous pouvez voir les évolutions. Et absolument, et c'est vrai, donc ce baromètre sur l'épargne et la retraite, alors à la fois en France au niveau national et aussi en région. Aujourd'hui, plusieurs enseignements, d'une façon large, 7 Français sur 10. Quand on leur pose la question quel est pour vous l'âge idéal pour partir à la retraite, répondent 62 ans. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On comprend les crispations par rapport à l'allongement de la période de travail et que les Français ne veulent pas de retraite à 65 ans. Ils ne veulent pas non plus d'augmentation des cotisations. Et dans les Français, que répondent les jeunes? Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a un vrai clivage générationnel. Les jeunes, eux, c'est pas 62 ans l'âge idéal, c'est plutôt 59 ans. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant. Et quand on va un petit peu plus loin, ils sont extrêmement nombreux et à 80%, pour les moins de 35 ans, ils disent en fait, on veut effectivement préparer l'avenir. On veut mettre de l'argent de côté. Il y a une vraie sensibilité au futur, au maintien d'une qualité de vie et voire un niveau de vie, parce que c'est vrai que les sujets d'inflation sont des sujets qui sont entrés dans le débat public. Donc il y a cette idée que la retraite ne suffira pas, c'est ça, au moment où ils seront à la retraite? Complètement. Ils sont complètement sensibles au fait qu'il y aura un taux de remplacement, c'est-à-dire au moment de la retraite, qui ne sera pas suffisant et qu'il faut préparer quelque chose dès à présent. Vous pensez que ces chiffres sont en lien avec les débats qu'on a actuellement sur la réforme des retraites? Enfin, débat, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les questionnements qu'il peut y avoir actuellement sur la réforme des retraites, ou pas forcément? Complètement. Ce sujet de la retraite, le financement de la retraite, est rentré dans le débat. Et il y a un autre aspect qui arrive, c'est l'érosion du pouvoir d'achat, avec cette inflation qui est complètement présente aussi dans le débat. Donc la préparation de la retraite, plus on dit aujourd'hui pour maintenir un pouvoir d'achat, mais dans 20 ans, dans 30 ans, au moment où je serai à la retraite, quelle sera la situation? Donc oui, c'est complètement... les jeunes, ils sont très, très sensibles. Et il y a un vrai souci de se projeter dans l'avenir.
que n'avaient pas forcément les générations précédentes. Justement, il y a ce sujet angoisse de la retraite, se projeter dans l'avenir, et puis il y a un produit parmi d'autres qui est le PER. Le PER, très clairement. Mais donc le PER est cité par les jeunes, ils connaissent le PER, le plan épargne retraite, et ils le citent. De plus en plus. Le PER est né en 2019, 3 ans d'existence maintenant. C'est un vrai succès. On commence à avoir quelques études, quelques analyses, et on a effectivement là un produit qui est vraiment devenu un produit aussi plébiscité finalement que l'assurance vie pour la préparation de la retraite. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est nouveau parce qu'avant, on parlait de l'assurance vie, mais on parlait pas d'autres produits. Bien sûr, oui, il est plus marketé celui-là. Peut-être qu'il est plus abouti, j'en sais rien. Et alors, qu'est-ce qui fait le succès du PER ? Très clairement, c'est la possibilité de sortir en capital. Tous les autres dispositifs qu'on a eus dans le passé, en grande majorité, proposaient des sorties en rente viagère. Et ça, les Français détestent les rentes viagères. La sortie en capital, c'est le vrai succès. Laure Varasté, vous partagez ce constat que les plus jeunes de ceux qui viennent vous voir chez Oddo BHF Banque Privée sont intéressés, voire angoissés, je ne sais pas trop comment le dire, sur le sujet retraite? Alors, sur le sujet retraite, c'est peut-être pas le premier sur lequel ils vont s'intéresser. En revanche, clairement, ils sont inquiets pour l'avenir et ils ont envie plutôt de mieux appréhender comment se constituer une épargne pour pouvoir se l'approprier, pour optimiser, mieux, c'est leur côté bien-être en fait, c'est vraiment améliorer leur qualité de vie. D'accord. Mais très vite, effectivement, il va y avoir une réelle interrogation sur quel type de produit je vais pouvoir utiliser pour protéger mes proches, une fois que moi j'aurai amélioré mon train de vie actuel, et à moyen terme, puis à plus long terme. Et donc à un moment ou un autre, on va effectivement accentuer cette problématique sur la retraite. Mais c'est vrai que plus on est jeune, je pense que ce n'est pas la première interrogation, le premier point phare qui vont. Oui, puisqu'on a tendance à se dire que globalement, quand on est jeune, on ne pense pas à la retraite, on commence à y penser à 45 ans. En fait, pour eux, exactement, on a du temps devant nous. Donc la problématique, c'est beaucoup plus de comment je vais faire pour garder disponible cette épargne, me la constituer et la garder disponible. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect rente viagère. C'est vrai que c'était un vrai frein sur les anciens dispositifs. D'accord. Et quel que soit l'âge, j'ai envie de dire. Alors que là, on a non seulement cette sortie en capital qui est possible, alors certes à la retraite, mais avec un peu plus de souplesse aussi sur des déblocages possibles en cours de vie. D'accord. On a vraiment ces deux grands axes qui sont, oui, je m'intéresse vraiment, les jeunes s'intéressent de plus en plus au côté financier de leur épargne, et pour se l'approprier, mieux la comprendre et la développer, en fait, être acteur à la fois de leur vie professionnelle, mais aussi de leur patrimoine, et après, effectivement, de pouvoir choisir les outils qui vont pouvoir leur permettre d'avoir quand même un peu la main sur cette épargne. Donc le côté blocage a perdu de son importance, exactement, grâce au PER par rapport aux anciens dispositifs. C'était une de mes remarques, Stellan Cohen, c'est que quand on parle de PER, on parle d'épargne bloquée. Donc quand on a moins de 35 ans et qu'on fait des versements sur son PER, c'est des versements qu'on ne fait pas sur l'achat d'une résidence principale, sur le financement d'études des enfants ou autre. Donc mécaniquement, il faut quand même... Il y a l'angoisse de la retraite et puis il y a la vie de tous les jours. Il faut pouvoir faire les deux. Oui. Vous avez entièrement raison. Quand on parle de dispositif au vu de la retraite, on parle sur une épargne longue. Bien sûr. On est sur du 20 ans, sur du 30 ans, sur du 40 ans. Et effectivement, c'est difficile de se projeter. Et ce qui est intéressant avec le PER, c'est ce que vous disiez, c'est les possibilités de sortie anticipée, et notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Donc ça permet de lever le frein, justement. Ça, mais il y en a un autre aussi, c'est que souvent on me pose la question, on me dit à quel moment il faut ouvrir un PER. Et c'est vrai, je dis le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un PER avec 50 ou 100 euros et ensuite faire des versements. Les minimums de versement, ça peut être 25 euros, 50 euros. Donc, on peut démarrer très tôt, dès qu'on démarre dans la vie active. Et ce qu'il faut choisir comme PER, c'est des PER extrêmement souples qui donnent la possibilité d'augmenter les cotisations quand on le souhaite, les baisser quand on le souhaite, les arrêter
si à un moment donné, on a d'autres projets. Et finalement, le père va vous accompagner pendant toute votre vie. À un moment donné, vous avez ce projet d'acquisition de résidence principale. Vous dites, finalement, je voudrais bien utiliser en apport la somme que j'ai cumulée sur le père. Donc, le père, aujourd'hui, apporte cette flexibilité avec, en projection à très long terme, le financement de sa retraite complémentaire. Donc, si je suis ce que vous dites, et je pose la question à Laure Varasté, il ne faut pas commencer à épargner pour sa retraite quand on a déjà financé son quotidien, à savoir sa résidence principale et réaliser d'autres investissements. Non. Ça va pouvoir être fait en même temps, en fait. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être ce côté un peu détourné. C'est peut-être pas un PER, mais peut-être un PERP, mais résidence principale et non pas retraite. Mais au contraire, par contre, s'il en reste, bien sûr, ça pourrait être utile pour jusqu'à ma retraite. D'accord. Mais c'est vrai que réellement, nous les jeunes, quand ils viennent nous voir, alors c'est peut-être aussi le côté, on est une ancienne société de bourse, donc en ADN c'est plutôt les titres, c'est les actions, donc on a envie de prendre du risque, donc on veut appréhender comment on va investir, mais très très vite, ces jeunes vont réellement vouloir comprendre comment programmer finalement les objectifs qui vont s'être fixés à court, à moyen et à long terme. C'est vraiment un outil supplémentaire. Parce qu'effectivement, il y a les versements. Donc là, effectivement, j'ai bien compris le message, avec un avantage fiscal. Il ne faut quand même pas l'oublier. On n'est pas obligé, mais on peut effectivement à l'entrée bénéficier d'une réduction d'impôt. Réduction d'impôt puisque les versements réalisés vont pouvoir, dans certaines limites, venir être déduits de notre assiette taxable. Donc mes revenus vont être réduits par mes versements en PER. Plan épargne retraite. Prenons l'actuel nom, avec 10%, la déduction maximale étant 10% de la rémunération, avec un plafond de 8 fois le BAS, le plafond de la sécurité sociale. Un peu plus si on est en travailleur non salarié, ce qui permettra aussi de compenser le volet cotisation sociale également. Pour autant, cette réduction à l'entrée, elle sera récupérée à la sortie. Voilà, elle va être récupérée à la sortie. Et il faut aussi avoir en tête, dans le cadre justement des retraits pour la résidence principale, ce sera bien quelque chose qui sera taxé. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, on aura une récupération, si je puis dire, de l'avantage fiscal qu'on aura obtenu. Pour autant, on aura la disponibilité à la clé. Donc c'est là où il y a moins de blocage. Il y a toujours une incidence en termes de fiscalité. Bien sûr. Oui. En France toujours. Mais on arrivera justement à avoir un peu plus de structuration et d'organisation finalement, et pas que sur le quotidien, pas que à court terme, mais également à moyen et à long terme. Alors, pour finir, on va essayer de s'intéresser à ce qu'on fait une fois qu'on a décidé d'épargner effectivement dans ce PER. Stellan Cohen, quand on a une population de moins de 35 ans qui ouvre un PER, est-ce que la bonne stratégie, et je prends deux exemples caricaturaux à dessein, est-ce que la bonne stratégie, c'est d'aller vers les actifs les plus risqués, puisque de toute façon, on est sur une épargne longue et qu'on aura le temps de voir venir, ou au contraire, d'aller sur quelque chose de très non risqué, puisque le temps d'investissement est tellement long que ça permettra de toute manière de générer un rendement? Alors, quand on parle de placement, il y a toujours un risque. Bien sûr. Et dès qu'il y a un rendement, il y a un risque. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Après, très clairement, quand on regarde toutes les analyses du passé, on voit bien qu'il faut investir sur des actifs dynamiques, un peu exposés. Alors après, dans l'exposition, c'est où on met le curseur. Aujourd'hui, dans les pairs, il y a des offres extrêmement variées et on peut venir investir sur des fonds actions pour rebondir avec le sujet sur le climat, des fonds qui effectivement vont financer la transition énergétique. On peut aussi investir sur du private equity aujourd'hui dans le PER. On peut investir sur de l'immobilier. Et ce qui est important, c'est de faire une allocation et diversifier sur ces différents marchés et avoir, et ça c'est ce qu'apporte le PER, la flexibilité, changer quand on le souhaite, ou bien carrément prendre de la gestion pilotée, on donne un mandat, si on n'a pas envie de s'y intéresser, ou bien il y a aussi des dispositifs d'horizon retraite où on va sécuriser l'épargne au fur et à mesure qu'on arrive à l'échéance. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stellan Cohen, présidente d'Alta Profit. Merci également Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Oddo BHF Banque Privée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.